Bienvenue sur ce nouvel épisode des Unes, je suis Chloé Lune et aujourd'hui dans cet épisode on va aborder le système nerveux, la communication, l'art d'être en relation et on va mettre un peu de perspective aussi autour de la résilience, de ce que ça engage, de ce que ça nécessite et de comment finalement on peut venir redonner une nouvelle forme et comment est-ce qu'on peut aussi accueillir la mort, les deuils et honorer tout ce processus d'attachement et de détachement. Salut Claire. Salut Chloé. Bienvenue sur ce podcast. Merci. Ici on parle beaucoup du corps, beaucoup des explorations de la créativité. On parle pas mal aussi d'écologie intérieure, de cheminement, de déconstruction. On se questionne et un des médiums quand même phares effectivement c'est la relation, la rencontre, le corps. Je crois que je l'ai déjà dit. Ouais. Ça me permet aussi de faire la transition avec l'endroit où on s'est rencontrés. D'ailleurs je sais plus vraiment mais on se connaît moi, je me souviens très bien. Ah oui ? Ouais. C'était un stage jeunes adultes de Vassanti et on était dans la même chambre. Et je te revois arriver avec ton tatouage et ta salopette. Incroyable, je me souvenais plus du tout de Ouais. ça. Donc on se connaît depuis 2018. Ça fait 5 ans qu'on se connaît, ouais. On s'est rencontrés dans plusieurs stages, des stages de tantra, en tout cas des stages de développement personnel. On s'est aussi rencontrés à travers un projet associatif. Et la question que je me pose souvent, en tout cas en te la partageant, je sens qu'elle a beaucoup d'importance pour moi. Qu'est-ce qui fait que j'entre en relation ? Tu vois, qu'est-ce qui motive mon envie de relationner avec les personnes ? Qu'est-ce qui fait que je communique ? Et à partir de quel endroit est-ce que je parle ? Claire, quand on a préparé ce podcast ensemble, tu m'as dit, moi, ce qui m'importe beaucoup, c'est d'aborder la notion des relations, d'entrer en contact avec le groupe. Ouais, de faire équipe. Faire groupe, faire équipe. Cette notion aussi des interconnexions, des interrelations. J'ai envie de te présenter et j'ai envie que cette présentation, elle puisse être faite à deux voix. Donc je vais t'inviter à intervenir. Ce que je peux dire de toi, c'est que tu es une jeune femme qui habite en région parisienne. Je crois que tu as fait des études d'ingénieur. Non, j'ai fait une école de commerce. Ah, une école de commerce. Et après, j'ai fait un master spécialisé en environnement dans une école d'ingénieur. Tu t'es beaucoup questionnée justement sur les relations, sur les interactions, sur l'intimité et aussi sur l'intelligence collective. Ouais. Et il me semble qu'aujourd'hui, tu accompagnes des collectifs. Des collectifs, des entreprises, des équipes, sur justement comment travailler ensemble. Et pour moi, c'était l'occasion d'allier mes études du passé, tout ce que j'ai découvert dans le développement personnel depuis 7 ans, et de venir combiner tout ça pour le ramener dans le monde de l'entreprise, où je pense qu'il y a des vrais besoins, et pas forcément beaucoup de personnes qui arrivent à faire les ponts. Les ponts entre ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur ? À l'intérieur, à l'extérieur, entre la réalité matérielle du monde, on va dire, et le côté plus émotionnel, voire spirituel, le côté comment être en moi, être en groupe. Tout ça, c'est des sujets, je trouve, qui sont assez peu traités et qui sont pourtant assez capitaux. Et comme l'entreprise, c'est un endroit où on passe quand même une bonne partie de notre vie et où ces ressources sont pas forcément faciles d'accès, j'aime bien l'idée de pouvoir me dire que je m'immisce là-dedans pour diffuser ça. C'est vrai que souvent, en fait, on parle de sa vie professionnelle et de sa vie personnelle comme c'était deux choses complètement distinctes, alors que moi, dans ma croyance ou dans ma vision, en fait, le pro n'est que la continuité de ce qui se passe, en fait, dans notre perso. Et inversement, enfin moi je vois que les lignes deviennent de plus en plus fines aujourd'hui. J'ai un mentor qui est quelque part la personne qui me file mon contrat professionnel et qui est en même temps quelqu'un qui me fait office un peu de papa de substitution et qui m'a aidé à régler beaucoup de choses. Donc, au bout d'un moment, je trouve que les lignes s'effacent de plus en plus. Et en même temps, ça se fait parce que moi, je me détends aussi par rapport à ça. Et je vois qu'il y a des choses que je vis aujourd'hui. Par exemple, là, il y a pas longtemps, j'ai amené un collègue à une soirée qui a fini par faire des pâtes à une de mes relations. Enfin, je vois que petit à petit, plus j'apprends à me connaître, plus j'apprends à connaître mes fonctionnements, à être capable d'entrer en relation avec l'autre, moins j'ai besoin de défense et donc moins j'ai besoin de cloisonner. Est-ce que du coup, t'en viendrais même à dire que parfois on met des murs où on se raconte des histoires sur les différents territoires ou les différents espaces de nos vies ? Complètement. Et après, je pense qu'il y a des histoires qui font complètement sens et que l'idée c'est pas de... Tu vois, par exemple, dans le polyamour, je vois qu'il y a une espèce de croyance que ça serait mieux que la monogamie
Et je sais pas si c'est vrai. Je pense que c'est intéressant de venir se poser certaines questions et que c'est aussi hyper intéressant d'être capable de reconnaître ses limites et dire là je peux y aller, là je peux pas y aller. Et en fait, si je vais là où je peux pas aller, pour les mauvaises raisons, je vais juste me faire mal et potentiellement faire mal à d'autres personnes. Donc il y a aussi ce côté, pour moi, venir challenger les limites, ça commence par être capable de les honorer et de les accueillir. Parce que sinon je peux jamais vraiment les dépasser si je suis pas honnête avec. Une des choses qui m'a beaucoup touchée, c'était un documentaire sur le traumatisme qui s'appelle Wisdom of Trauma. Et le gars disait, le trauma, c'est pas le moment où vous êtes blessé, c'est le moment où vous vous retrouvez seul avec cette blessure. Et je crois que moi, ça fait plusieurs années que je chemine pour justement plus avoir à être seule avec mes blessures. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça devient ok pour moi d'être blessée. Tu vois, et là, par exemple, il y a une semaine, j'ai traversé quelque chose d'assez compliqué. Ça faisait mal, mais c'était pas un trauma. Parce que j'ai plein de gens autour de moi, parce que je me sens soutenue à la fois dans ma vie perso et ma vie pro, si on doit vraiment faire des distinctions. Et du coup, bah ouais, j'ai mal. Et en même temps, je peux ressentir cette douleur, je peux la traverser, je peux me dire, ok, bah cool, j'ai appris quelque chose. Et maintenant, je ressors grandi et on va continuer. Et en même temps, ça, quand j'étais seule, je pouvais pas le faire. Je trouve que parfois, les discours de développement personnel, de spiritualité et autres, ça peut être à double tranchant. Qu'il y a une vraie sagesse dedans et que ça peut aussi devenir culpabilisant pour les personnes qui n'ont pas les ressources ou qui savent pas comment les avoir. Du coup, à chaque fois, je mets un peu l'accent là-dessus aussi. Tu veux développer ? Tu vois, par exemple, ce côté, la loi de l'attraction, le côté j'attire ce que je rayonne. Il y a un endroit où c'est très beau et il y a un endroit où, en même temps, moi, longtemps, ça m'a maintenue dans un truc de dire, mais en fait, si je vis des choses difficiles, c'est peut-être que je suis pas une belle personne, c'est peut-être qu'il y a des choses qui vont pas chez moi. Et donc, ça venait me rajouter une dose de culpabilité, de dire, bah oui, bah, ce que tu vis, grosso modo, c'est que tu le mérites. Et j'ai mis longtemps à me rendre compte que non, en fait, c'est notamment que j'étais pas entourée des bonnes personnes, qu'en fait, je me suis pas construite seule, cette espèce de mythe du loup solitaire. J'ai essayé de l'incarner, hein. Moi, je partais, je changeais de pays tous les 6 mois, je me recréais une vie, je me débrouillais seule. Bah, c'est lourd, en fait. Et les moments où vraiment j'ai pu accéder à moi, à beaucoup plus de vulnérabilité, c'est les moments où j'ai commencé à être entourée de personnes qui étaient bienveillantes. Et parmi ces personnes bienveillantes, bah, il y en a qui ont accepté de prendre pour moi et de m'aider à digérer, de m'aider à mettre des mots et de m'aider à comprendre, jusqu'à ce qu'à un moment, je me sente vue et entendue. Et là, il y a un truc qui s'est détendu de « Ah ouais, ok, j'ai plus à me battre pour ma réalité, en fait. » J'ai des gens qui sont là, qui sont avec moi, qui me soutiennent, qui m'aiment avec mes qualités et mes défauts. Et tout d'un coup, les défauts, c'est plus si grave que ça. Et là, ça donne une vraie résilience. Et à partir de là, pour moi, la loi de l'attraction a commencé à avoir un sens. Mais pas avant. Ce que je pourrais entendre aussi, la Claire, c'est qu'il y a eu des moments dans ta vie où c'était pas du tout possible d'être en relation. Ouais. Ou d'être en groupe. Complètement. Et qu'aujourd'hui, là, t'es dans un espace où tu vis beaucoup d'expériences, où tu te rends compte que t'as une blessure ou t'as un trauma, mais que plus tu t'entraînes petit à petit avec ça, et voir qu'en fait, c'est peut-être douloureux, mais c'est pas dangereux. Exactement. Et moi, tu sais, j'étais un enfant asthmatique, donc je pense que dès le départ, j'étais pas tout à fait comme les autres. Et en plus, j'ai grandi avec des parents qui m'ont beaucoup surprotégée. Comme justement, j'étais l'enfant asthmatique, il fallait pas que j'aille en colo, je partais pas avec des potes, et j'ai jamais évolué en groupe avant mes études d'écologie, où j'ai eu mon premier groupe et où ça a été assez dur, parce qu'en fait, faire collectif, c'est aussi quelque chose qui s'apprend, et j'avais pas du tout les codes. J'étais beaucoup une écorchée vive, donc j'amenais beaucoup de moi dans le groupe, ce qui permettait pas forcément aux autres vraiment d'exister, ni de créer une forme d'harmonie et d'alchimie. Et après, pareil, dans les espaces de tantra, je me suis pris des sacrées claques. Et à force, j'ai commencé à apprendre, à comprendre. Je pense aussi que mon métier autour de tout ce qui est gouvernance partagée et faire équipe, c'était une manière de me réapproprier tout ça. D'aller me former à l'intelligence collective, ça me permet aujourd'hui d'être beaucoup plus sereine en groupe. Parce que je me dis, ok, j'ai des codes, j'ai des ressources, j'arrive à décrypter les dynamiques de groupe que j'arrivais pas à décrypter avant. Et ça m'aide à prendre du recul et à mieux gérer ma sensibilité et mes émotions aussi, quoi. Tu vois, on avait été toutes les deux dans un projet pour monter un écolieu. On était une vingtaine, c'était complexe. C'était les tout débuts de mon nouveau métier. Et je crois que c'est là que je me suis rendu compte vraiment à quel point faire groupe, tu peux faire des années de développement personnel, c'est pas pour ça que tu sais faire groupe. Parce qu'il y a une différence entre être capable d'être connecté à soi, à ses émotions, de savoir ce qui se vit pour soi, et être capable de savoir quand et comment l'amener à d'autres, d'être capable de savoir aussi entendre les besoins individuels des gens, mais aussi ce qui en ressort en termes de groupe. Et je crois que ce projet-là, il avait été vraiment initiatique pour moi. On avait fait un cercle restauratif
Donc on s'était retrouvés pendant 3 jours dans un espace où la seule règle, c'était de dire, quand une personne a parlé, il faut que soit la personne à laquelle elle a parlé, soit un membre du groupe, reformule ce qu'elle a dit pour s'assurer qu'elle est comprise avant de passer à autre chose. Et donc ça poussait à vraiment se dire les choses et, comment dire, le côté « je n'entends pas » n'est plus possible. Je suis obligée d'entendre ce qu'on me dit parce que je suis obligée de le reformuler. Et il y a un moment qui était intense à la fin où, pendant je pense une bonne heure, voire plus de la moitié des gens du groupe se sont succédés les uns après les autres pour m'expliquer les problèmes qu'ils avaient avec moi. Et moi j'étais là, waouh. Je me suis pris vraiment une claque de... en fait, il y a des gens qui sont mal à l'aise avec moi à un stade où ils n'arrivent pas à me le dire. Et de toucher cet endroit où au début, c'était une forme d'injustice ou de colère que je pouvais ressentir. Et comment le fait de reformuler et de me dire « Ok, on va au bout du truc et on lâche rien », bah à la fin, c'était juste vachement de compassion pour ces personnes et de me dire « Ok, comment moi, je peux apprendre à faire différemment pour que ces personnes-là se sentent bien en ma compagnie ». Ça me touche beaucoup ce que tu dis parce que ça m'évoque 2 choses. Très imbibée de la semaine de yoga que je viens de vivre. Il y a plein de moments où en fait on s'entend mais on s'écoute pas. Un autre truc qui, moi je sens, c'est un peu mon chemin. D'ailleurs je me questionne souvent mais pourquoi je fais des podcasts en fait? Sans doute que ça y participe. C'est de sentir aussi le moment ajusté pour soi, de à quel moment ce que je vais dire c'est juste, c'est pertinent, ça vient soutenir en fait un processus, une dynamique. Ou à quel moment justement je suis que avec ce que moi je ressens sans même considérer les autres, mais d'une certaine façon je me décharge. Il y a ça, et après moi typiquement ma problématique c'était que j'ai tendance certes à voir les choses mais à être aussi un peu réactive et impulsive, et du coup je vais interférer, tu vois. Alors que si je laisse faire, et ça c'est le plus dur pour moi en ce moment, c'est d'apprendre à laisser faire, et je vois que les choses se mettent en place d'elles-mêmes et qu'il y a plein de moments où j'intervenais avant, et en fait si j'étais pas intervenue ça serait quand même fait. Et que parfois intervenir, ça vient tout troubler et perturber. Et donc pour moi, c'était aussi apprendre à faire confiance et à me dire, ok, il y a des moments, ça se passe pas comme moi je voudrais, mais en même temps, le principe d'un groupe, c'est que chaque personne doit pouvoir exister avec sa couleur, donc il y a des choses qui se font pas à ma manière. Et la seule question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que c'est dangereux? Si on est dans un endroit où je pense qu'il y a du danger, là, je vais intervenir. Et sinon, je me dis, ok, je laisse faire et je fais confiance. Et ça vient me poser constamment la question de où sont mes limites. Tu vois, qu'est-ce qui est tolérable, qu'est-ce qui est pas tolérable? Dans quelle mesure ça, je peux laisser passer? Ou en fait, si je le laisse passer, soit je vais me mettre en colère, soit je vais me désengager, qui est une autre forme de... Tu vois, le côté fuite, je me désengage, je m'investis plus dans le projet. C'est pas non plus soutenant. Donc c'est vraiment venir observer tous ces endroits qui grattent et se poser la question de ok, est-ce que c'est mon impulsivité? Est-ce que c'est qu'il y a vraiment un danger? Comment je peux m'intéresser à la personne qui est en train de proposer quelque chose pour le groupe, pour la soutenir plutôt que de me mettre contre? Ça, c'est aussi des phénomènes que je vois beaucoup dans mon travail. Quand tu as un groupe où il n'y a pas forcément l'habitude de la prise d'initiative et que tu as une première personne qui prend l'initiative, tu vois, qui s'occupe de son besoin et qui propose quelque chose. Et là, tu as toutes les autres personnes qui se rappellent qu'elles ont des besoins. Et du coup, elles essayent de les jeter sur la personne qui a proposé. Et ça la détourne complètement de ce qu'elle était en train de faire. Et ça, c'est vraiment le côté comment est-ce que quand une personne propose, on peut se mettre au service. Et si moi, ça me gratte parce que je me dis que mon besoin n'est pas entendu, ça va être à moi de proposer autre chose. Et là, le groupe va se mettre au service. Et je trouve que c'est comme ça qu'il y a le plus de résilience qui peut se mettre en place, quoi. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est pour toi la résilience? Je pense que pour moi, c'est cette capacité de rebondir, tu vois, d'avoir les ressources intérieures et extérieures pour faire face à l'imprévu. J'ai vraiment l'image du roseau qui plie quand il y a du vent, puis qui se remet tout droit et puis qui replie. Pour moi, c'est vraiment ça la résilience. C'est réussir à garder une forme de fluidité dans l'imprévu, dans des choses qui se passent pas comme je veux, dans un monde qui est de plus en plus chaotique. Et pour moi, ça nécessite aussi d'être entouré parce que l'humain reste un animal social. Et de plus en plus, je vois qu'avant, moi, je partais pas mal à la recherche d'expérience. Et de plus en plus, je me dis non, mais ce qui m'intéresse, c'est de nourrir des liens. Parce que là, ça fait 7 ans que je suis revenue en France. Et de voir des liens que j'ai depuis plusieurs années et de voir les gens évoluer, que eux me voient évoluer aussi et me fassent des miroirs de ça, c'est tellement précieux et tellement beau. Et je pense à un autre élément par rapport à ce que tu disais sur la relation. Donc là, on va plus passer pour moi en deux qu'en groupe. C'est que moi, je vois que dans mes relations, surtout intimes, j'avais tendance à tellement fusionner avec la personne que je faisais plus la différence, tu vois, entre l'autre et moi. Et ça devient très difficile de savoir quand est-ce que c'est à moi de parler, quand est-ce que c'est vraiment moi qui ai une tension, ou en fait quand est-ce que c'est l'autre qui vit un truc et moi qui le récupère et qui m'en rend pas compte. Et là-dessus, pour moi, je pense que le polyamour, ça m'a beaucoup aidée.
parce que j'avais plusieurs relations. Et je voyais, tu vois, là, il se passe quelque chose avec cette personne. Mais attends, je le vis pas du tout avec les autres. Peut-être qu'en fait, c'est pas à moi. Et petit à petit, ça m'a aussi aidé à poser à définir mes contours dans des relations intimes. Et ça, c'était quand même tout un travail d'apprendre à définir les contours et à me dire, ah ouais, bah ça, c'est peut-être à la relation, ça, c'est peut-être à l'autre. Non, ça, c'est à moi, parce qu'en fait, ça se joue dans plusieurs endroits. Et d'apprendre à voir mes schémas, à les détricoter dans des espaces sécures, c'est hyper beau, je trouve. Ouais, d'avoir ces espaces pour se questionner et déconditionner, en fait, ces comportements. Et en plus, moi, je pense que le polyamour, ça m'a permis d'attirer des profils différents. Ça veut dire qu'avant, je me mettais plutôt en relation avec des gens qui n'avaient pas eu des relations très longues avant. Et là, le polyamour, ça me permettait d'être avec des personnes qui étaient en relation depuis... Il y en a un, ça fait 10 ans qu'il est avec sa relation la plus ancienne, l'autre, ça fait 5 ans. Et c'est pas les mêmes profils, c'est pas le même rapport aux émotions, le même rapport aux liens, le même rapport à la temporalité. Avant, c'était vraiment mon espace de rééducation relationnelle. C'est-à-dire, bon, visiblement, il y a des trucs, j'ai pas compris comment ça marche. J'ai des blessures du passé qui font que je fais pas les bons choix. Et là, c'était enlever des enjeux pour faire des choix de personnes complètement différents qui m'apprennent des choses auxquelles j'aurais pas forcément eu accès sinon. Et ça vient beaucoup me faire travailler sur ma capacité à faire confiance aux liens, à faire confiance à l'autre, sur le rapport à la jalousie aussi, et tout plein d'endroits qui se déconstruisent avec de la douceur, parce que c'est pas non plus des liens ultra engageants où on est en fusion permanente, tu vois. C'est des gens qui ont leur vie, j'ai ma vie, et on a cet espace de rencontre où on s'apprivoise, où ils m'apprennent des choses, où je leur apprends des choses. Et puis après, j'ai un autre espace, et je vois comment ils se complètent. Ça m'apprend aussi à... Tu vois, c'est comme si avant, j'avais la case couple, et la personne, elle devait rentrer dedans. Et il y avait des comportements à avoir, et donc si la personne n'avait pas les comportements, j'allais être un peu relou pour qu'elle ait les comportements, tu vois. Et en fait, maintenant, il n'y a plus de cases. Et il y a juste des humains face à mes besoins. Et donc, je m'ajuste. Et il y a des relations, il y en a un, c'est mon soutien émotionnel. Genre, je sais que quand j'ai des émotions, je peux l'appeler, on va traverser ça ensemble, surtout quand j'ai de la colère. Et c'est super bien accueillir ma colère, c'est génial. Mon autre relation, pas du tout. Par contre, lui, je lui donne des sujets intellectuels, il m'aide à décortiquer les schémas, les comportements, à m'aider à voir où sont mes failles. Et c'est hyper précieux. Et du coup, je sais quand être en lien avec qui pour qu'à chaque fois, ça mette en valeur les plus belles choses chez moi et chez l'autre, tu vois. Et je vais pas aller dans des endroits insécures avec une personne, par exemple, la personne qui est pas très à l'aise avec les émotions, je vais pas lui jeter mes émotions dessus, en fait. Ça nous ferait pas du bien. Et c'est pas grave, parce que j'ai d'autres espaces où je peux le faire, tu vois. Je suis assez admirative, hein, parce que moi, je sens vraiment que c'est hyper difficile, ou peut-être que je suis en construction de ça, mais justement de savoir en fait ce qui est ok et qu'est-ce qui est pas ok en fait. Je sais pas si ça... Enfin, j'imagine bien sûr que ça a dû t'arriver ou que ça t'arrive encore, mais il y a plein de fois où peut-être d'ailleurs je me mets en insécurité, mais je suis pas en capacité de sentir justement si l'autre va être capable ou pas de m'accueillir. C'est hyper dur. Et du coup, je me retrouve, tu sais, en mode déjà, je suis en train de vivre un truc hyper dur. Donc, je sais pas, de la honte, tu rejettes, de la jalousie, de la tristesse, ou un peu importe. Et en fait, c'est pas du tout le bon endroit pour le partager. Ouais, mais ça, je vois tellement ça. Et je pense, là, justement, je viens de vivre une rupture d'une relation où je pensais vraiment qu'on était alignés sur plein de choses. J'avais quelques angles morts, tu vois, et notamment sur ce rapport aux émotions. Et je me rends compte que de plus en plus, à force de faire du tantra, à force de faire du développement personnel, je me reconnecte avec mes émotions. Mais du coup, ça veut dire que dans le choix des gens dont je m'entoure, j'ai besoin d'être avec des gens qui savent m'aider à traverser mes émotions. Et si je suis face à une personne qui va avoir peur, voire dissocier si j'ai des émotions, je peux pas être moi, tu vois. Et ça, comme avant, j'avais des émotions très tamisées, je me disais, c'est pas grave, tu vois, je vais bien dans ma vie, juste je partage pas mes émotions avec cette personne, c'est pas un souci, tu vois, j'ai d'autres espaces où je peux les partager. Ouais, mais en cas de crise, en fait, il y a des émotions qui sont là, et si l'autre se fait la malle, je suis là, en fait, il y a plus de lien, tu vois. Donc ouais, c'est hyper important de savoir ce que les personnes peuvent gérer ou pas. Et l'intelligence émotionnelle, c'est une ressource à part entière, en fait, qui prend du temps à développer. Et moi-même, je suis encore en train de développer la mienne, et il y a encore des moments où je saute sur des mines, où je suis genre, là, la personne, elle m'a insécurisée, je peux pas accueillir son émotion. Et c'est pour ça que j'ai des liens, tu vois, j'ai une de mes relations où on n'a jamais de tension entre lui et moi. On a plein de tensions dans nos vies, et justement, je peux accueillir sa colère, parce que c'est pas de la colère dirigée vers moi.
Et c'est trop cool parce que ça m'apprivoise aussi dans mon rapport à la colère. Tu sais ce que ça m'évoque, on le dit souvent sur ce podcast ici, mais c'est qu'on est vraiment un système en fait, et une constellation. Ouais. Et que du coup, les autres, ils peuvent appuyer en fait sur des choses qui... Enfin, il y a tout le temps des résonances. Et donc, il y a des résonances qui sont neutres, agréables, mais il y en a aussi d'autres qui sont très, très désagréables, quoi. Complètement. Et tu parlais de l'intelligence émotionnelle, et ce qui me venait en fait en t'entendant parler, en fait, on est toujours seul avec soi. J'aimerais bien qu'on réaborde le tantra, ou en tout cas l'aspect peut-être du corps. Je sais aussi que tu es très créative... et que tu as créé des bijoux. Et je me demande en quelle mesure est-ce que ça passe pas d'abord par soi, en fait, cette capacité à accueillir, même si de plus en plus j'en reviens. Et comme tu as dit, il y a plein de fois dans ta vie où heureusement que tu étais en relation parce que des gens ont pu te soutenir, en fait. Et même des trucs qui se sont passés plus petites, par exemple, qui n'ont pas pu être traitées, des relations, même des années après, ça va être réparant. Tu vois, quand tu parlais de ton mentor, j'ai trouvé ça super intéressant de voir aussi cette flexibilité. Tu t'es pas nommé comme ça, mais moi j'ai une croyance, ou en tout cas une foi absolue, que tout peut se remodeler en fait. Et d'ailleurs, bon, c'est pas juste ma croyance, enfin, on en parle aussi avec la neuroplasticité. Enfin, on aborde en fait le fait que chimiquement ou neurologiquement parlant, c'est possible. Alors, il faut s'armer de beaucoup de patience, de beaucoup de soins, de beaucoup d'espace en fait. Mais c'est possible de réparer en fait comme Boris Cyrulnik qui dit, tu sais, des trous du chandail en fait, de tricoter différemment. Et du coup, ça me permet aussi de faire du lien sur ce que tu disais, sur moi, une fois que je sais que c'est plus dangereux, je me recule, quoi. C'est ça, et je laisse de la place. Mais ouais, c'est hyper important, et par rapport à ce que tu disais, je pense que oui, c'est important de cultiver sa capacité à s'auto-réguler. Et moi, pour ça, j'ai fait des années de thérapie, et notamment de thérapie en lien avec le corps, de somatothérapie, de végétothérapie, pour m'aider à réguler mon système nerveux par moi-même. Et après, on reste des êtres sociaux, et il y a le concept de co-régulation. Et de dire, il y a des moments, mon système nerveux, j'arrive pas à le réguler seul, et donc j'ai besoin d'être à côté d'une personne qui est capable de réguler le sien. Tu vois ? Et ça fait tellement de bien, et d'avoir quelques personnes qui sont capables de rester axées dans la tempête, et de me permettre, moi, de vivre ma tempête à leur côté, et de pas le prendre personnellement, et de me permettre d'en sortir, c'est hyper fort. Ouais, c'est vrai que plus j'avance, là, plus je me dis, finalement, la seule chose que j'ai à faire, c'est prendre soin de mon système nerveux. Ouais. Parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. En tout cas, moi, là, c'est comme si c'était en train d'arriver dans ma vie, alors que, bon, ça a toujours été là. Mais je me dis, waouh, c'est fou, j'ai fait une formation de sophrologie, j'ai fait des formations de communication non violente, j'ai fait des formations de tantra, blablabli, blablablou. Et j'ai l'impression que c'est tout récent, en fait, que je prends conscience et la mesure de ce que le système nerveux procure, en fait, chez nous, quoi. Et que toutes nos réactions, elles sont aussi teintées de ce qui se passe au niveau nerveux. Complètement. Après, j'ai envie de dire, c'est un peu moins sexy que de faire du tantra ou de la sophro. Tu vois. Donc c'est aussi accueillir à un endroit ce côté, on se raconte plein d'histoires, notamment sur tout ce qui va être New Age, tout ce qui va être spiritualité, qui a du sens à des endroits. Et en même temps, il y a des choses très rationnelles et terre-à-terre de, t'as un corps qui fonctionne avec ses mécanismes, avec son système nerveux. Et si ça, c'est pas régulé, tu peux faire toutes les méditations que tu veux, tu peux faire toutes les formations que tu veux. Ça va rester compliqué. Oui, d'autant qu'en fait, il y a aussi des expériences dans nos vies, des situations qui génèrent des stress post-traumatiques. Ouais. Et c'est hyper intéressant. Enfin, moi, je vous incite vraiment à... même en tapant sur Google ou YouTube, système nerveux, fonctionnement, en fait, et réaction. Comme tu l'as dit, c'est que notre corps... chimiquement, tu vois, toutes les émotions, elles s'expliquent. Il y a aussi tout un lien avec l'alimentation dont, enfin, tu vois, c'est pas le sujet d'en parler aujourd'hui. Mais c'est clair que on a beau faire tout ce qu'on voudra, si le système nerveux est pas régulé ou en capacité, en fait, justement, d'accueillir,
il n'y a rien qui peut se passer. Et d'ailleurs, c'est super intéressant de voir, tu vois, toutes les fois où je suis en saturation, où je suis pas capable, où je suis déclenchée, et de me rendre compte qu'en fait, j'ai pas pris soin de mon système nerveux. Ouais. Et ça passe par justement aussi le retour au corps, tu vois. D'où le truc très important. Et je suis un peu en train de mettre du sens, tu sais, parce que donc on disait qu'on s'est rencontrés en 2018. Ouais. Et je suis un peu vraiment en train de me questionner sur pourquoi est-ce que comme ça le corps c'est aussi important pour moi alors qu'en fait autour de moi il y a plein de gens qui sont pas dans cette démarche, dans cette recherche. Ouais. Et je vois que vraiment, en tout cas pour moi, ma spiritualité ou juste ma façon d'être au monde, elle passe vraiment par mon corps. En fait, on est tous pareils. Hein. C'est juste que je crois qu'à certains égards, j'en ai été tellement coupée ou tellement dissociée que aujourd'hui, c'est comme si je réapprenais à partir de mes sensations et que en fait, c'est des premières portes d'entrée. On en revient au concept de résilience que tu me demandais de définir tout à l'heure. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose autour de la fluidité du système nerveux. Et tu vois, je pense que dans la traversée que j'ai eue la semaine dernière, ma conclusion, c'est de dire waouh, j'ai quand même vachement progressé. Tu vois, et la semaine dernière, j'étais capable d'être dans un séminaire professionnel, donc avec tous mes collègues de boulot, d'être en vrac, d'avoir justement mon mentor qui me recadre, qui me réaxe, d'animer un truc incroyable. J'ai animé un rituel sur l'argent pour amener tous mes collègues à prendre conscience de leur rapport individuel à l'argent, plus de notre rapport collectif à l'argent. C'était hyper puissant. J'étais dans une forme d'émerveillement, d'ancrage incroyable. Et juste après ça, dans le séminaire, il y a une femme qui est venue nous faire un temps corporel, tu vois, de détente et de relâchement, où je me suis retrouvée à pleurer toutes les larmes de mon corps devant mes collègues. Et tu sais, elle donnait les consignes aux gens, elle faisait un peu du yin yoga, quoi. Et elle me faisait des papouilles de cheveux en donnant les consignes aux gens pendant que je me vidais intégralement de toutes les larmes de mon corps. Et 10 minutes après ça, je sortais des toilettes avec mes yeux bouffis, c'était à moi d'animer. Et je me lance dans mon animation et il y a une de mes collègues qui me disait « Mais 5 minutes après, ton visage était complètement transformé et on voyait plus que t'avais pleuré. » Tu vois, et de me dire « Je peux osciller ça. » Et juste après ça, je suis partie à un week-end de tantra où j'ai eu des moments de colère, tu sais, où je me disais « Mais mon corps peut pas encaisser. » Enfin, tu vois, j'avais les mains froides, je transpirais, je tremblais. Je crois que c'est la première fois que je vis aussi intensément la sensation du cœur brisé, tu vois. Et d'autres moments où j'étais juste dans un endroit de bien-être, où j'ai vraiment ressenti de la compersion, d'être heureuse pour les gens autour de moi et de me dire mais en fait tout va bien, je suis entourée, tout va bien. Et ça fait à peine une semaine et je sens que ça y est, mon système nerveux il s'est quasiment régulé. Et je suis allée voir ma thérapeute en disant je crois que j'ai des traumas qui remontent. Et elle me dit non, ton corps c'est pas des traumas là. Je dis mais je ressens des trucs très très forts. Et on en est arrivé à la conclusion que visiblement aujourd'hui, j'ai assez de sécurité en moi pour ressentir de la rage. C'est un truc que je ressentais pas avant. Tu vois, en tant qu'ancienne asthmatique, quand t'es un enfant asthmatique, si tu te mets en colère, tu vas pleurer. Si tu pleures, tu risques de faire une crise d'asthme. Si tu fais une crise d'asthme, tu risques de mourir. Donc entendre dire que la colère, c'est une émotion extrêmement taboue chez moi, qui était en même temps, tu vois, toujours un peu en train de fuiter dans tous les sens. Et là, tu vois, ce moment où je me suis dit, ah ouais, en fait, cette sensation-là, c'est de la rage. Mais waouh! Et j'en suis au stade où je m'émerveille des trucs qui m'arrivent parce que je me dis, c'est l'occasion de me découvrir, c'est l'occasion d'apprendre. Je suis dans des espaces sécurisés, je suis bien entourée. Donc en fait, c'est plus grave. Alors qu'avant, ces trucs-là, ça aurait été grave. J'aurais ruminé pendant super longtemps. Je me serais dit, mais qui a tort, qui a raison dans cette histoire? Et aujourd'hui, c'est plus ça qui est important. C'est pas savoir qui a tort, qui a raison. C'est savoir, ok, comment je me sens avec une situation et qu'est-ce que je décide d'en faire. Et du coup, où est-ce que je pose les limites de ma sécurité qui font que si tu franchis ça, en fait, je ne peux plus assurer ma sécurité, donc tu vas reculer dans ma vie. Je vais te donner moins d'espace, voire je ne te donnerai plus du tout d'espace parce que tu n'as pas su respecter les choses qui étaient nécessaires pour moi pour être bien. Et que si je suis pas bien, en fait, on va juste venir rejouer des dramas. Et je me rends compte que mes traumas, déjà, ils sont de moins en moins présents. Et puis surtout, je suis pas obligée de constamment aller les rejouer, tu vois. Je peux aussi dire, waouh, attends, là, on rentre dans un truc. C'est mes blessures, ça m'appartient, mais j'ai pas envie de venir rejouer ça, donc on arrête. Puis après, moi, je vais aller creuser mes trucs tranquillement, en thérapie, dans des espaces faits pour. Mais j'ai plus envie de les jouer, tu vois, dans le quotidien. Là-dessus, je pense les constellations, ça m'a aidé aussi à mettre de la conscience sur quand est-ce que je suis moi, quand est-ce que je suis dans un rôle, et quand est-ce que je rentre dans un rôle chez l'autre. Parce que ça, c'était aussi un peu ma spécialité, tu sais, je vois le système de l'autre, et je commence à prendre un personnage, généralement le personnage qui fout la merde. Puis après, je me dis, je comprends pas, j'ai mal. Bah oui, je suis un peu partie jouer
les grands méchants loups, super-héros, peu importe, tu vois, dans le système de quelqu'un d'autre. Donc en fait, comment je peux rester chez moi, je peux prendre soin de moi, et c'est confrontant parce que ça veut dire que là, je commence à me dire, ok, bah ce qui m'arrive, ça m'arrive parce que je laisse des portes ouvertes, parce que je fais pas le nécessaire, ou là, bah c'est parce qu'effectivement, j'ai pas assez bien dormi, j'ai pas assez bien mangé, j'ai pas bu assez d'eau, donc je suis crevée, donc là, je commence à agresser les gens, mais ça n'a rien à voir avec eux, en fait. Ou bah là, en fait, j'ai de la colère parce qu'il s'est passé quelque chose de pas ok, que j'arrive pas à processer, donc comment je peux en parler avec des personnes pour processer, pour poser la limite. Et ça devient beaucoup plus, c'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus confrontant à la fois, parce que ça vient parler de moi et donc de cet endroit où j'ai un réel pouvoir d'action et où je peux réellement changer les choses et où je vois petit à petit que je me façonne ma réalité et que les gens qui m'entourent, c'est parce que je les ai choisis, c'est parce qu'ils m'ont choisi, c'est parce qu'ils sont alignés et qu'aujourd'hui, dès qu'il y a un truc qui est plus aligné, ça explose très vite. En quelques mois, ça a éclaté et tu vois, là, il y a ma colocation, il y avait un colocataire, ça marchait pas. Il a tenu quelques mois, il est parti en fait, parce que j'arrive plus à faire de compromis avec les choses qui sont essentielles pour moi. Un des autres trucs que tu m'as dit, parce que bon, là, on enregistre ce podcast et dans une autre partie de la vie, on est amis. Tu me disais justement à l'issue du stage que tu as vécu, c'est waouh, méga grosse prise de conscience. Vous allez voir, finalement, c'est tellement simple qu'on n'y pense pas. Ouais. C'était aussi l'endroit de la récupération et du sommeil, en fait. Et de la pause. Ouais. Tu sais, si on part du postulat que tout est chimique, en fait, et que du coup, quand c'est très intense, bah, c'est pour ça d'ailleurs que souvent on est fatigué ou qu'on a besoin de se reposer, qu'on a besoin de prendre un peu de distance quand on a enfin accès à nos émotions. Ouais. Et un des trucs, bah, c'est aussi, justement, pour apaiser le système nerveux, c'est l'endroit aussi de la relaxation, en fait. Bah, tu vois, ça c'est un vrai sujet. Parce que moi, je pense que mon système nerveux, il a été habitué. Donc, quand le système nerveux est activé, il passe sur 3 modes. Soit tu fuis, soit tu attaques, soit tu figes. Et moi, je pense que j'ai été dressée au figement. Et du coup, ma fatigue, je savais jamais si c'était de la fatigue de là, je suis fatiguée, j'ai besoin de me ressourcer, ou de là, en fait, je suis en train de rentrer en trauma et je vais m'engluer dans du figement. Et pendant très longtemps, j'avais pas beaucoup d'énergie, j'étais tout le temps fatiguée, j'avais besoin de faire plein de siestes, dès que je vivais des trucs, il y a tout qui se mélangeait en moi, etc. Et c'était pas du besoin de récupération. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une vie qui est très légèrement moins intense, mais pas tant que ça, et je suis beaucoup moins fatiguée. Donc ça aussi, c'est pas évident, tu vois, cet endroit de est-ce que je suis fatiguée. Et moi, je le vois, c'est est-ce que je suis fatiguée en mode ça va me faire plaisir de me reposer. Auquel cas, oui, c'est mon système nerveux qui a besoin de récupérer, de retourner dans sa zone où tout va bien, voilà. Ou est-ce qu'en fait, là, je suis fatiguée en mode je vais regarder des séries, et genre pendant 10 heures et me sentir mal après parce que j'aurais pas fait les trucs que je devais faire. Et auquel cas, en général, c'est que je suis plus en mode figement et impuissance. Et ça, en thérapie, ça a mis longtemps, tu vois. À ce que je commence à pouvoir me dire, je passe à l'action, il y a quelque chose qui va pas, plutôt que de ruminer, d'être en colère et quelque part de retourner tout plein de violence à l'intérieur de moi. Comment je peux trouver des espaces sécures pour la sortir? Parce que moi, j'avais une règle d'or de je veux pas sortir de la violence sur les autres. Et donc, je stockais tout, tu vois. Et ma thérapeute me dit, bah oui, mais si tu stockes tout à l'intérieur de toi, on va avoir un problème au bout d'un moment. Et c'est encore dur, hein, quand c'est dirigé contre quelqu'un. Je l'ai vu la semaine dernière chez elle, j'étais en colère contre quelqu'un, elle me dit, bah sors ta colère, et j'ai figé. Non, même en thérapie, c'est pas évident, c'est tout un apprentissage. De dire, ok, là, il y a un truc qui va pas, j'ai de la colère, je vais pas bloquer cette émotion en dissociant, je vais ressentir cette émotion dans mon corps, même si ça fait des sensations très fortes, très intenses, que ça me dévore presque, en ayant la foi qu'à un moment, je vais le traverser. Et après, mon système, il peut se réguler. Mais ça, c'est aussi parfois le piège de dire se reposer à tout prix. Enfin, c'est comme tout, c'est une question d'équilibre. Il y a besoin de repos, il y a besoin d'action. Oui. En même temps, tu vois, des gens qui vont... Moi, longtemps, j'ai cherché trop d'intensité. Et en plus, il y a un espèce de truc qui m'énerve dans le développement personnel quand ils disent « On est aussi là pour sortir de sa zone de confort ». Et moi, le jour où ma psy m'a dit, mais très bien, mais déjà, est-ce que tu sais où elle est ta zone de confort? Et je l'ai regardée, je dis, je suis pas sûre. Elle me dit, ça te dit, on essaye de se dire que pendant quelques semaines, juste, t'es dans ta zone de confort. Et je dis, ah ouais, c'est challengeant en fait, parce que j'ai beaucoup appris à être, tu vois, à me mettre en danger quelque part. Alors, c'était toujours des dangers cadrés. Typiquement, moi, j'ai un truc sur la sécurité physique où je me suis très rarement, voire jamais mise en danger physique. Par contre, sur le plan émotionnel et psychologique, tu pouvais y aller, quoi.
Et donc petit à petit, c'était apprendre à dire, ok, elle est où ma maison en fait? Il est où mon espace sécure? Et c'est seulement une fois que je suis installée là-dedans. Et là d'ailleurs, ces derniers mois, j'ai passé beaucoup de temps à installer ma chambre de coloc, tu vois. C'est une fois que j'ai vraiment installé tout ça, que là, je peux aller explorer dans le monde. Parce que j'ai mon safe space. Et c'est une fois que j'ai quelques liens hyper sécures de gens où je sais qu'ils peuvent m'accueillir, dans qui je suis, dans mes lumières, dans mes ombres, sans me juger, qui vont m'aider à grandir, bah c'est là que je peux aussi aller prendre des risques dans mes autres liens. Et par prendre des risques, pour moi, c'est juste explorer, tu vois, c'est pas non plus me mettre à risque. Mais c'est oser faire des choses... Tu vois, là, par exemple, la semaine dernière, ça a été oser dire à une personne que j'ai un crush sur elle. Je faisais jamais ça avant. Et là, j'en parlais de ma relation, je dis « Ah, j'ai un crush sur cette personne. » Et il me dit « Bah, écris-lui. » Et je dis « Mais t'es fou !» Il m'a même aidé à préparer le message, tu vois, pour que je puisse écrire à cette personne et dire « Hey !» Et dans le message, j'avais vraiment écrit « Hey, j'ai un crush sur toi. » Et j'étais genre « Ah, je suis en train de faire ça. » Ça, pour moi, c'était une sortie de zone de confort, mais qui se fait depuis un endroit joyeux, tu vois. Je pense que c'est ça aussi l'indicateur. Est-ce que tu le fais depuis un endroit de joie ou de douleur? Et je pense que vraiment la croissance, c'est quand ça se fait depuis un endroit de joie. Cette espèce de mythe de c'est nos souffrances qui font de nous des meilleures personnes ou qui nous font grandir ou qui nous rendent résilients. Non. Non, arrêtons avec ça, s'il vous plaît. Oui, il y a de la souffrance, mais c'est pas un truc à cultiver. Au contraire, c'est un truc à, tu vois, à prendre soin. Donc le but, c'est pas de l'éviter, mais c'est pas non plus de l'alimenter, quoi. Ouais, ça résonne fort. Ce que je voulais dire juste sur l'endroit de se reposer, de se relaxer, c'est qu'en fait, je faisais un peu l'analogie du coup avec le yoga, tu vois, où je viens de finir une formation et cette semaine, on a vraiment insisté, tu sais, sur décortiquer le pourquoi, du comment. Enfin, en tout cas, le yoga que je pratique, il a vraiment un axe très très fort sur le système nerveux, en fait. Tu vois, on a abordé aussi la théorie polyvagale. Enfin, bon, on va pas en parler aujourd'hui, mais ça aussi, je vous invite vraiment à aller le regarder. Et ce qui était intéressant, c'était l'enseignant qui disait, en fait, vous voyez, avec le yoga, vous allez comme toujours un peu vous entraîner, tu sais, pour réapprendre aussi à votre système de voir, en fait, justement, où est-ce que je vais pouvoir flirter, là, avec cette limite. Et après, il y a un espace de récupération. Ouais. En fait, c'est plutôt ça. Mais bon, là, je parle du yoga, mais on pourrait le transposer dans d'autres choses. Toi, tu parles de tes relations. Ouais. Moi, ça fait pas de sens pour moi. Je l'explore différemment. Mais c'est de voir qu'on peut se créer justement des endroits sécures pour aller jouer et réapprendre à notre système de « Ah oui, ça, ok, en fait, je peux... » Et jauger comme pour s'entraîner. Et c'est vrai que plus j'avance, plus je me dis, mais c'est fou, parce que quand on est petit, on apprend des trucs basiques, on apprend à marcher, on apprend à découvrir, à lire, tout ça. Mais ça demande énormément d'entraînement. Et en fait, aujourd'hui, en tout cas dans la société dans laquelle j'ai grandi en France, il y a pas d'espace en fait, d'éducation aussi à l'apprentissage, ou alors c'est très rare. Enfin, moi, je ne l'ai pas vécu dans l'enseignement que j'ai reçu, je n'étais pas dans des écoles spécialisées, tu vois. Ouais. Mais il n'y a pas d'enseignement, en fait, autour de l'éducation aux émotions, aux ressentis, à cette culture aussi, comme tu disais, de faire groupe. Ouais. Et c'est vrai que plus j'avance, plus je me dis, mais en fait, on parle beaucoup du vivre ensemble, on parle beaucoup de la cohésion, de la diversité, de l'union, mais en fait, à quel moment est-ce qu'on apprend aussi à être en paix? Et la paix, elle commence d'abord avec soi, avant de... Enfin, tu vois, je peux pas cultiver la paix avec toi, si en fait la paix elle n'est pas déjà instaurée, installée, fluide à l'intérieur de moi. Ouais, et puis surtout moi ce que je vois c'est si t'es en mode survie parce que t'as une vie qui est très intense pour X ou Y raison, t'as pas forcément la place pour accueillir d'autres gens dans ta vie, tu vois. Et je le vois rien que là en vivant en coloc, en fait c'est du taf de vivre en coloc. Ça implique qu'il y ait un espace en moi où je sois prête à accueillir un autre humain, où je suis prête à m'y adapter. Il y a des habitudes de vie que j'ai aujourd'hui que j'avais pas avant de vivre avec mon coloc actuel. Tu vois. Et c'est ça en permanence. Et donc, c'est être capable de juger dans quelle mesure est-ce que j'ai assez de ressources et d'amour en moi pour accueillir l'autre ou pas. Et comment est-ce que quand j'ai pas ces ressources, plutôt que d'accuser l'autre, je peux juste reconnaître que j'ai besoin de prendre soin de moi. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de cultiver en ce moment, de dire au lieu de repousser l'autre parce qu'il n'est pas conforme à ce dont j'aurais besoin, comment je prends plus soin de moi. Et en même temps, comment je définis mes limites fixes qui font que, en fait, si t'as pas certains comportements, c'est juste trop activant pour moi. Et c'est pas juste de l'adaptation, c'est je vais pas pouvoir vivre avec toi. Et ça, c'est un changement de paradigme, parce que, notamment, je pense aussi pour toi, mais
en tant qu'avoir été éduquée fille, tu vois. Ce truc-là, d'accueillir l'autre, de prendre soin, d'être toujours comme ça, aux petits soins, de nourrir toute l'estime, en tout cas pour moi, de moi-même, sur les relations, sur les qualités relationnelles. Ça fait que toutes ces parties-là, j'ai l'impression que je suis en train de les redécouvrir à l'âge adulte, en fait. Ouais. Moi, j'avais un peu pris le contre-pied de ça, mais justement, j'étais une femme qui prend pas tant soin que ça, et ça faisait bizarre. Donc, je comprenais pas certaines réactions, parce que je crois que dans ma tête, j'ai mis longtemps à comprendre le concept d'oppression systémique et le fait que, comme j'étais une femme, on n'allait pas se comporter avec moi comme on se comportait avec des hommes. Et moi, je me suis très vite entourée de plein d'hommes, et donc j'ai appris des codes masculins, et j'ai pas mal amené ça dans mes études, dans ma carrière et autres. Et j'avais des réactions qui n'étaient pas celles que mes collègues hommes avaient sur les mêmes types de comportements, et je comprenais pas. Tu vois, ça m'a mis longtemps d'intégrer le « ok, en fait, je suis une femme, donc ça implique que les gens vont projeter tel et tel truc sur moi, surtout vont avoir ce type d'attente sur moi. Et si j'y réponds pas, ça va être un peu compliqué. Donc moi, j'ai longtemps compensé en me disant, bon, je suis intelligente, donc je jouais la carte, tu vois, de la meuf un peu tranchante, mais du coup, qui pouvait être interprétée comme assez hautaine. Et maintenant, je me dis, ok, est-ce que j'arrive à me mettre en lien ? Et ça m'a demandé de me réapproprier tous ces endroits de prendre soin de l'autre, d'écouter l'autre, d'intégrer sa réalité, de reconnecter avec mes émotions pour pouvoir connecter avec celles de l'autre, sans non plus être dans du sauveur. Et c'est un art presque, tu vois. L'art de la relation, clairement. Complètement. Et l'art de la communication, c'est l'art de faire groupe, enfin tu vois, c'est plein d'arts différents. Et je vois petit à petit que, par exemple, dans le faire groupe, il y a aussi plein de processus qu'on peut mettre en place pour gérer les réunions, pour gérer les temps collectifs, pour poser des intentions communes. Plein d'outils qui, aujourd'hui, me semblent assez naturels. Et je vois quand je vais dans des collectifs ou autres, ça l'est pas forcément pour eux. Et donc, il y a vraiment des choses qui s'apprennent. Il y a des manières de faire des réunions qui s'apprennent. Il y a des manières d'exprimer de la gratitude qui s'apprennent. Bien sûr que dans un monde idéal, tout le monde, dès l'enfance, aurait été sensibilisé à ces choses-là, aurait un système nerveux régulé, et donc on n'aurait plus besoin de tous ces outils qui sont un peu des béquilles. Et en même temps, on n'est pas là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a besoin de béquilles. Tu vois. Et j'aime bien me dire que peut-être qu'un jour, mon métier n'aura plus sens. Ça serait génial. Je pourrais être artiste à temps plein. Mais pour l'instant, il y a besoin de ces béquilles et je suis hyper contente de pouvoir les amener parce que il y a tellement de groupes qui se déchirent juste parce qu'ils n'ont pas les bons outils ou pas la bonne posture parce qu'en fait, on leur a jamais appris. Tu vois. Et puis tu pointes du coup quelque chose d'important, je pense, pour moi. On reproduit sans même se rendre compte des choses qu'on a reçues. J'en parlais ce matin avec mon compagnon et je lui disais « Waouh, mais c'est tellement douloureux pour moi. Il y a des personnes avec qui j'ai très 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 envie d'être en contact, en relation. Et je dis mais comme ça, c'est fou. Parce que parfois j'ai l'impression que lui, il a un accès facile à eux, que c'est fluide, à l'endroit où moi je galère. Donc déjà c'est compliqué avec lui. Et c'est aussi hyper douloureux pour moi, tu vois, où je me dis mais pourquoi j'y arrive pas ? Et en fait, il m'a dit mais Chloé, c'est pas que t'y arrives pas, et c'est pas non plus qu'il veut pas. C'est que en fait, peut-être, à un endroit, on lui a pas appris. Ouais. Et je dis pas que ça efface, tu vois, tout le ressenti compliqué que je peux avoir à certains moments. Mais il y a un truc où je me dis, ah ouais, mais en fait, à tout instant, moi aussi, je passe mon temps à reproduire des trucs. Et si j'ai pas des espaces où je peux me questionner, donc ça peut être mes relations, ça peut être des espaces collectifs, ça peut être du dev perso, de la thérapie. Je suis tous mes angles morts ou dans mes automatismes. Et c'est ok aussi, tu vois, c'est ce qui me rend triste parfois dans les espaces de développement personnel, c'est ce côté qui devient très jugeant vis-à-vis des ombres. Et en fait, on a toutes et tous des ombres et c'est ok. Et la question, c'est juste, est-ce que je peux m'entourer de personnes que mes ombres n'activent pas pour qu'elles soient capables d'y mettre de l'amour et que petit à petit, je m'en détache, tu vois. Et typiquement, sur ces trucs, moi, je suis pas... je pense pas être quelqu'un de jaloux. Par contre, je peux être quelqu'un d'insécure. Et du coup, si je me mets en relation avec des personnes qui ont des profils un peu fuyants ou qui ont un attachement pas sécure, au bout d'un moment, tu vois, je vais me sentir insécure, je vais pouvoir montrer de la jalousie, etc. Et j'ai commencé à être en relation avec un homme qui a un attachement extrêmement sécure et qui a 0 once de jalousie. Et 2 ans après, quand je le vois embrasser quelqu'un d'autre, je suis juste heureuse pour lui. Et il m'a appris ça. Parce que il avait cette capacité à ne pas être activé par mes insécurités. Il le voyait, il le savait, il en prenait soin, on en parlait. C'était un niveau qui était gérable pour lui, tu vois, j'étais pas non plus dans de la dépendance affective, on avait un cadre de relation qui était très clair, qui faisait que ça se jouait pas avec lui.
Et en même temps, à son contact, par mimétisme, petit à petit, parce qu'il ne m'activait pas, j'ai pu grandir et apprendre. Et il est là le paradoxe, c'est de dire comment je m'entoure de gens qui sont différents de moi et complémentaires, et surtout qui peuvent accueillir mes failles. Et pareil, mon mentor, il voit très bien mes failles, il sait très bien les trucs où ça va pas. Mais c'est des trucs qui le touchent, parce que lui a pu être pareil plus jeune, ou parce que des moments ça lui rappelle sa fille, ou son collègue, parce que j'ai des comportements très proches de son associé, et donc en fait il sait gérer. Et il y a des moments ça le saoule, mais en fait c'est jamais à moi qu'il va le dire, tu vois, et il va jamais me faire payer le fait d'être qui je suis. Et pour moi une relation saine, tu devrais pas avoir à payer pour qui tu es. Et encore une fois, ça veut pas dire que c'est bien ou que c'est mal, je veux dire mes défauts c'est des défauts, c'est juste que j'ai trouvé des gens que ça ne gêne pas, et qui m'aident petit à petit à faire différemment, à apprendre autre chose, parce que comme tu le dis, ça s'apprend. Et dans mes relations avec mes parents, c'est pareil, moi j'ai eu, notamment avec mon père, une relation très compliquée, et là ça fait quelques années que ça se transforme. Mais déjà parce que j'ai commencé par poser mes limites, ça veut dire, il y a eu le Covid, ça nous a arrangé pendant une année entière, on s'est pas vus, ça m'a fait du bien, mais ça c'était sa parano de je veux pas tomber malade, etc. Bon, moi ça veut dire que pendant un an, il m'a pas replongé dans cette image qu'il avait de moi. Et donc j'ai pu me construire une autre image. Et après, mes parents, ils avaient tendance à me dire « Ah, tu nous partages pas assez ta vie, etc. » Et j'ai commencé à leur partager. Notamment aujourd'hui, il y a 2 ans, je faisais mon premier séminaire d'entreprise. Et je leur avais envoyé une photo, tu vois, de ce séminaire. Et je crois que mon père, il avait répondu à un truc du genre « Oui, c'est sympa, mais ça serait encore mieux si tu trouvais un vrai travail, tu vois. » Un truc comme ça. Et j'ai répondu en me disant « Écoute, en fait, si quand je te partage ma vie, tu m'envoies ce genre de message, je vais arrêter de te partager ma vie. » Et c'était très serein en moi, c'est-à-dire, mais c'est pas ok pour moi d'être traitée comme ça. Et il l'a plus refait. Et il y a eu plein de petits moments comme ça qui font que cet été, j'ai passé 2 jours chez eux seule, ce qui n'était pas arrivé depuis 4 ans. En général, j'y allais avec ma sœur et son copain, comme ça on faisait groupe, tu vois, il y avait la meute. Et en fait, c'était sympa. Et à la fin, mon père, il est même venu me dire, écoute, j'ai bien aimé passer du temps avec toi, ça serait chouette que tu reviennes. Tu vois, et là, ils ont fêté leurs 36 ans de mariage la semaine dernière, et on était au resto avec ma sœur, et ça s'est bien passé. Et typiquement, je commence à pouvoir avoir un système nerveux qui est régulé en leur présence. Alors qu'avant, j'attendais toujours le moment où ça allait péter. Tu vois, j'étais toujours sur le qui-vive, à dire à un moment, il va dire un truc, à un moment, il va se passer quelque chose. Et aujourd'hui, plus. Et aussi, encore une fois, parce que j'ai pu, ce que tu disais sur la plasticité du cerveau, j'ai pu réimprimer. Ça veut dire typiquement, en début d'été, je suis allée le voir avec ma sœur et son copain. Et à un moment, il m'a fait une remarque sur mon travail. En me disant, non mais de toute façon, à un moment, il va bien falloir que tu te forces à faire des trucs que t'aimes pas pour progresser, tu vois. Ça m'a mise tellement mal. Et là, je me suis dit, ok, ma règle numéro 1, je ne reste pas seule avec mes douleurs. Donc, j'ai écrit à mon mentor. Je dis, voilà ce qui s'est passé, machin. Et mon mentor, il m'a juste donné de l'amour, tu vois. Et il m'a dit, c'était hyper beau. Il m'a dit, je commence à avoir envie de rencontrer ton père. Et je dis, ouais, ça serait cool et tout. Et il me dit, la première fois que je le rencontrerai, je le remercierai de t'avoir donné naissance parce que tu fais partie des gens qui m'aident à challenger des choses et à avoir une vie plus riche. Et juste ça, en fait. Tu vois, je venais de vivre un truc avec mon père qui m'insécurisait. Et j'ai une autre personne de confiance qui a mis de l'amour à cet endroit-là. Et en fait, j'ai plus à me battre pour défendre mon territoire. Juste, je réengramme et je me dis, ok, je suis en sécurité. En face de moi, mon père, il sait pas faire ces choses-là, il a pas appris. Donc je vais arrêter de lui demander de faire des choses qu'il sait pas faire. Que je vais aller les nourrir ailleurs. Et plus je les nourris ailleurs, plus je me détends avec mon père, et plus lui, il peut évoluer à mon contact aussi. Parce que c'est que de la co-régulation de système nerveux. Donc si moi, mon système, il est tranquille avec lui, son système va pouvoir se détendre avec moi, et on va pouvoir atteindre un endroit de rencontre. Mais ceci parce que j'arrête d'aller chercher là où il peut pas, et que j'accepte que, ouais, il y a des choses, mon père, il pourra jamais me les donner. Dans une relation, on est 2, je peux pas faire tout le taf, quoi. On a une approbation de chien. Ça m'évoque le deuil, ça me touche beaucoup, enfin, ce que tu es en train de partager. Mais ça m'emmène vraiment à me dire, waouh, en fait, j'ai envie d'honorer aussi toute la mort, en fait, parce que c'est aussi regarder cet endroit où, comme tu dis, il y a plein de choses que nous, on ne sera pas capable d'offrir à quelqu'un, mais que quelqu'un d'autre ne sera pas non plus capable de nous offrir. Et à un autre endroit, ça nourrit vraiment une foi totale en moi de me dire,
là où en fait quelqu'un a manqué ou n'a pas pu, quelqu'un d'autre le fera et tu vois, ça renforce et du coup ça nous boucle aussi sur faire groupe Ouais, et complètement. faire équipe. Et moi j'aime bien de me dire que ben on est un peu tous une partie de la même Mm, pièce si tu mm, veux. Et comme tu dis en fait c'est de la co-régulation de système nerveux. J'ai l'impression que moi, je découvre ça en grandissant. ouais. Et en fait, mon psy, souvent, quand il me parle, c'est l'enfant, il n'a pas la capacité en fait de voir la nuance. Et Ouais. c'est important de se rendre compte de ça aussi. C'est quand on est enfant, du coup vulnérable, Mm. on n'a pas cette capacité-là. Et du coup, m'évoque aussi cette responsabilité qu'on a en tant qu'adulte, enfin face aux enfants et face aux autres personnes. On est tout le temps co-responsable. Pour moi, c'est la beauté du système, c'est de dire... Et ça aussi, moi, ça m'aide dans les relations, de me dire, je suis pas obligée de tout porter. Ça me fait sortir de la dépense, mais dans les deux sens. Ça veut dire que j'ai pu avoir des gens qui dépendent de moi, j'ai pu dépendre de gens, et de sortir de ça en disant, mais je ne peux pas être parfaite pour quelqu'un, je ne peux pas tout donner à quelqu'un, personne ne pourra tout me donner. Ça, c'est vrai que c'est un mythe, c'est même dans la Mais sexualité ou c'est dans l'amour, horrible, il est tout pour moi et je suis tout pour lui. c'est C'est ma horrible. moitié. Mais ça veut dire, enfin, pour moi, si on en arrive là, ça veut dire que j'ai dû amputer des morceaux de moi pour rentrer dans le même cadre que l'autre. Et après, c'est ok, il y a des gens qui sont hyper heureux de faire ça parce que t'as des personnes qui, pour se sentir en sécurité, ont besoin de fusionner avec une personne et sont prêtes à faire des compromis pour ça. Et à l'inverse, moi, je vois, j'avais un de mes collègues de boulot qui me challengeait sur l'amour et qui me disait, mais moi, l'amour, c'est un truc qui me consomme, je peux pas le faire avec plusieurs personnes en même temps. Et je lui dis peut-être que moi, aujourd'hui, ma manière de vivre le polyamour, ça fait que mes relations sont toutes un peu moins intenses que dans de la monogamie. Parce que peut-être aussi que pour l'instant, j'arrive pas, dans une très très forte intensité, à rester régulée, tu vois. Et donc, je suis ok avec ça pour l'instant, ce qui peut évoluer un jour. Enfin, il n'y a pas de... Pour moi, c'est pas figé. Personne ne peut répondre à tous mes besoins. Dans mes relations, ils ont tous des ombres et des failles et des endroits où je vais pas aller les chercher. Et ils savent très bien que j'ai des ombres et des failles et qu'il y a des endroits où il faut pas venir me chercher. Tu vois. Et c'est ça que je trouve hyper beau. Et ça fait qu'on fonctionne en ce qu'on appelle le polycule, c'est l'ensemble de relations, tu vois, et ça fait tout un réseau. Et pour moi, c'est autant de ressources qui sont accessibles, de personnes à qui je peux venir partager à certains moments, qui se complètent. Et il faut plein d'humains pour faire quelque chose qui soit vraiment aligné, ou même dans mon boulot. C'est intéressant parce que l'entreprise où je suis aujourd'hui, tu vois, avant j'avais ce côté un peu, pas régressif, mais avant je voulais travailler avec des gens qui étaient comme moi. Donc je cherchais ma famille, ma tribu, des gens qui me ressemblent. C'est toujours un peu compliqué. Et là, je suis avec des profils qui sont assez différents des miens. Tu vois, c'est des âges différents, c'est des cultures différentes. C'est même dans le métier, ils font pas la même chose que moi. Vraiment sur la gouvernance, il y en a qui sont sur la carrière, sur le leadership, sur le management. Et quand tu nous mets ensemble autour d'une table et que tu fais un processus d'intelligence collective, ça m'émerveille parce que chaque personne va amener sa couleur et dire des choses que moi j'aurais pas dites, mais qui font complètement sens. Et en plus, ça me détend. Et avant, tu me mettais dans un cercle, je devais être la personne qui avait tout compris, qui avait trouvé toute la solution, qui pouvait mettre toute la nuance. C'était hyper lourd. Et je passais un temps fou à réfléchir à ce que j'allais dire dans le groupe pour avoir l'air intelligente. Et en fait, juste aujourd'hui, je suis là, j'écoute les gens, je m'émerveille de ce qu'ils disent. Je me dis que moi, ce qui vient spontanément chez moi, ça va venir compléter le puzzle. Et je ne suis qu'une pièce du puzzle. Et ça, en constellation aussi, ça me le fait des moments où mon personnage dans les constellations, il vit des choses hyper fortes et je me dis, ok, chut, tu t'amuses, tu laisses de l'espace aux autres. Et en fait, les autres, ils bougent, ils font des trucs, ça régule. Moi-même, je bouge juste en conséquence de leurs actions et de leurs paroles. Et c'est vraiment ce côté, c'est la fin du mythe de la toute-puissance. Ça s'accompagne aussi avec ce truc de, bah ouais, je suis vulnérable, de oui, je vais vivre plein de deuil dans ma vie. Il y a plein de croyances que je vais devoir laisser aller, de morceaux de mon identité dont je vais devoir me détacher, tu vois. L'enfant torturé, c'est une super identité quand même. Et lâcher ça pour me dire, ok, aujourd'hui, en fait, j'ai des relations sereines avec mes parents, bah, faut être prêt à faire le deuil de cette identité, tu vois. Ou l'écorcher vive, c'est aussi une super identité. Et comment je peux faire le deuil de ça? Et du coup, qui je suis sans ce truc qui agissait énormément dans ma vie avant, quoi. Bah ouais, il y a un endroit d'impuissance, je peux pas maîtriser tout ce qui m'arrive. Tout ce que je peux faire, c'est décider de comment moi j'y réagis, en acceptant qu'il y a des moments, la réaction va se faire malgré moi. Et c'est ok. Et là, tu vois, je suis en train de découvrir une méthode de communication qui s'est développée à peu près en même temps que la communication non violente. Et que je trouve très intéressante parce qu'elle est assez pragmatique. C'est la méthode Gordon. Il existe à 4 situations, avec des pastilles vertes ou des pastilles rouges. Donc tu as la situation où tout le monde va bien,
C'est en général là qu'il est important d'avoir les discussions fondatrices et de poser le cadre et les règles et comment on fonctionne. T'as le moment où moi je suis activée et où l'autre il va bien. Et donc là, c'est comment je formule mon besoin avec un protocole qui va pas forcément aller jusqu'à parler de ses émotions et de ses besoins parce qu'on est tellement handicapé là-dessus vu qu'on l'a pas appris enfant que ça peut devenir plus compliqué qu'autre chose et brouiller le message plus qu'autre chose. T'as le moment où toi t'es dans le vert et l'autre est dans le rouge. Donc toi tu vas bien et l'autre va pas bien. Et là, l'idée c'est juste d'être dans l'écoute active. Et dire je vais pas prendre l'émotion de l'autre sur moi, je vais pas surenchérir. Comment est-ce que je peux être juste alignée et recevoir, contenir ce que vit l'autre sans chercher à faire à sa place et juste en lui donnant de l'écoute, de l'accueil émotionnel et en ayant confiance qu'une fois que les émotions sont sorties, la personne trouvera ses solutions. Et après, quand les deux sont dans le rouge, et j'ai pas encore fait, c'est dans 2 semaines, mais c'est comment tu gères ces moments-là. Et je trouve que cette grille, pour moi, elle est géniale. C'est-à-dire maintenant, quand il y a par exemple une tension qui arrive, je me dis, ok, est-ce que moi je suis dans le rouge ou pas ? Et si je suis pas dans le rouge, je passe en posture d'écoute active, genre je disparais de la conversation et le but c'est juste d'accueillir l'autre. Et ça évite, tu sais, genre l'autre qui met son truc et je fais genre moi aussi j'ai des douleurs et paf ! Et chacun et on finit par faire des lasagnes et c'est ultra explosif. Non, là je me mets en retrait. Ce qui est plus compliqué c'est quand moi je suis dans le rouge, si l'autre sait pas faire ça, j'ai encore du mal à gérer comment je formule le message, comment je traverse mes émotions, etc. C'est pareil, ça viendra avec le temps. Merci Claire. Merci. Pour cet échange, merci à vous qui écoutez ce podcast, merci à vous qui contribuez, qui partagez, qui soutenez, par le partage, par l'écoute, par cette cagnotte qui existe, par tout ce soin aussi que vous pouvez offrir à ces épisodes qui font sans doute, et je l'espère, du sens pour vous. Merci de cœur à cœur, Chloé.